Au moins 6 personnes ont été tuées dans la nuit du 8 au 9 octobre dans des attaques russes en Ukraine. Moscou a lancé un barrage de 112 drones au-dessus du pays selon les autorités régionales. Les forces armées ukrainiennes ont déclaré avoir repoussé 87 des drones tirés, mais 22 d'entre eux ont tout de même touché 12 sites différents. Un habitant de Stepanivka, une localité de la région de Soumy, a décrit l'attaque. Ici le rapport sur Djouken, état des lieux au 7 novembre 2025. Je vais vous expliquer, en détail, pourquoi ce petit village est devenu l'un des points chauds du front nord-est, comment se déroulent les combats, et quel est le prix humain payé par ses habitants. Mais avant de commencer, n'oublie pas de vous abonner et laisse votre avis en commentaire. Djouken, connu en... Les victimes sont mortes lors d'attaques dans la région de Kherson selon le gouverneur Oleksandr Prokoudine. La ville portuaire d'Odessa dans le sud du pays a subi une nuit de bombardements russes intensifs. Au moins 5 personnes ont été blessées et des incendies se sont déclarés dans la ville selon le service d'urgence ukrainien. Dans le même temps, l'armée ukrainienne a mené une attaque sur une usine de traitement de gaz de la région de Volgograd. Cette opération rentre dans la stratégie de frappe des raffineries russes. Ukrainien comme Dovgenke, est un village rural situé dans l'oblast de Kharkiv, à la lisière sud-est du rayon d'Izium. Sa population pré-guerre comptait quelques centaines d'habitants. Géographiquement, Djouken se trouve près d'axes routiers locaux qui relient Izium, Kupiansk et les autres points de la plaine orientale. Ces routes sont d'une importance logistique disproportionnée, qui contrôle les points de passage dans ce maillage rural peut faciliter ou gêner la circulation des renforts, du ravitaillement et des blindés. Le village se situe dans une zone de plaine parsemée de bosquets et petites forêts, un relief qui, loin d'offrir de grands points forts défensifs, fournit néanmoins des masques pour l'artillerie, des positions d'embuscade pour les unités légères et des couverts pour les équipes de drones. Ainsi, même un petit hameau de campagne peut devenir un élément clé d'un dispositif défensif. Défensif ou offensif. 3 raisons principales expliquent l'importance stratégique de Djouken. Position sur des axes de pénétration, la proximité de routes facilitant l'approche vers Izium et plus loin vers la ligne Sloviansk, Kramatorsk fait de ce village un point naturel d'affrontement lorsque des forces cherchent à percer ou à ralentir une percée. Multiplicateur logistique, le contrôle d'un village comme Djouken permet de sécuriser ou de couper des corridors d'approvisionnement, carburant, munitions, pièces détachées, évacuation des blessés. Sans ces corridors, les opérations offensives perdent rapidement en portée et efficacité. Géométrie du champ de bataille, la configuration du terrain, alternance de villages, champs et petits bosquets, rend la lutte particulièrement coûteuse, les blindés sont exposés, les artilleries frappent à longue distance, et les drones réduisent la marge d'erreur. Les commandements des deux côtés jugent parfois utile de s'acharner sur des petites positions qui, réunies, deviennent des points pivots. Printemps 2022, première phase de l'offensive. Lorsque la guerre a pris une nouvelle ampleur en février-printemps 2022, Djouken est devenu un lieu de combat dès les premières opérations autour d'Izium. Les forces russes y ont effectué des poussées pour créer des têtes de pont et ouvrir des itinéraires vers le sud-est du pays. Les échanges y ont été intenses, combinant frappes d'artillerie, assauts blindés et incursions d'infanterie. Été 2022, prises et contre-prises répétées. Sur une période courte, le contrôle du village a changé plusieurs fois. Des rapports sur le terrain montrent des occupations temporaires, des évacuations civiles massives et des destructions considérables de l'habitat. Les deux armées l'ont utilisé comme point d'appui pour des opérations vers Izium et les axes voisins. Automne 2022 à 2023, stabilisation partielle mais harcèlement permanent. Après des contre-offensives ukrainiennes réussies dans certains secteurs, la ligne s'est figée localement, néanmoins Djouken est resté sous le feu des bombardements périodiques, des raids par drone et des opérations de reconnaissance. Le front est devenu un enchaînement d'actions locales, tirs d'artillerie, raids nocturnes et tentatives isolées de percées. 2024 à 2025, résurgence des opérations et intensification des frappes par drone. Dans les campagnes suivantes, Djouken a souvent été cité dans des cartographies de contrôle territorial.
Comme secteur d'opération, l'emploi massif de drones, pour la reconnaissance comme pour la frappe, a modifié la nature des combats, la cadence d'attaque ponctuelle a augmenté, et les pertes civiles comme matérielles se sont accrues. Les gains territoriaux restent souvent limités mais très coûteux en vies humaines. Drones. Les drones sont omniprésents, loitering munitions, drones de reconnaissance et drones pièges. Ils servent à repérer les positions, corriger les tirs d'artillerie, détruire des véhicules ou harceler des positions ennemies. Leur utilisation a rendu chaque zone bâtie vulnérable, y compris de petits villages. Artillerie et système MLRS. Les duels d'artillerie et les frappes de roquettes à longue portée restent le cœur du conflit dans ce secteur, bombardement régulier des positions, interdiction de routes et destruction d'infrastructures. Les systèmes d'artillerie visent à neutraliser la mobilité ennemie avant toute tentative de manœuvre blindée. Blindés et infanterie mécanisée. Lorsque des passages sont tentés, blindés et infanterie mécanisée s'engagent pour exploiter la brèche. Mais dans un réseau de villages et de bosquets, les blindés sont exposés aux embuscades et aux missiles anti-chars. C'est pourquoi les attaques sont souvent accompagnées d'un appui d'artillerie et de reconnaissance par drone. Guerre de position et harcèlement. En l'absence de percée décisive, la stratégie se transforme en guerre d'attrition, harcèlement par frappe ponctuelle, destruction d'infrastructures et de ressources logistiques adverses. Cela vise autant à affaiblir l'ennemi qu'à limiter ses options. Le coût humain est lourd, départ massif des habitants, familles séparées, blessés, morts et traumatismes psychologiques généralisés. Les maisons et bâtiments publics, écoles, hôpitaux, centres culturels, ont été endommagés ou détruits, les services essentiels, électricité, eau, gaz, sont souvent interrompus. Les témoignages recueillis après les combats décrivent rues jonchées de décombres, champs criblés de cratères et menaces constantes d'engins non explosés. L'évacuation et l'aide humanitaire sont rendues difficiles par la présence continue d'engins explosifs, de tirs d'artillerie sporadiques et par la difficulté d'accès. Les retours dans les zones libérées sont lents, mines, bâtiments dangereux et réseaux d'eau, énergie détruits freinent toute reconstruction. Les efforts d'aide locale et internationale s'organisent, mais la réhabilitation complète prendra des années. Les habitants racontent des nuits blanches sous les sirènes, des départs précipités avec quelques sacs, et des retours troublés par la vision de maisons en ruine. Les enfants apprennent à reconnaître les bruits d'un drone et à courir vers le sous-sol. Les routes autrefois calmes sont aujourd'hui quadrillées de postes militaires et de brèches. Ce passage est une synthèse de nombreux témoignages et rapports de terrain. L'objectif est d'illustrer la dimension humaine derrière les chiffres. Opérationnel. Du côté russe, l'objectif est de sécuriser des corridors territoriaux, relier secteurs occupés, et perturber les capacités logistiques ukrainiennes dans la région de Kupiansk-Izium. Du côté ukrainien, les objectifs sont de contenir l'avance, harceler l'ennemi, et préparer des contre-offensives visant à reprendre des points stratégiques. La logique des deux camps mêle objectifs tactiques, prise d'un nœud routier ou d'une position, et objectifs opérationnels plus larges, affaiblir la capacité de projection adverse. Les photos et cartes disponibles montrent un village profondément marqué par les combats, habitations démolies, infrastructures en ruine et rues jonchées de débris. Les cartes d'évolution du terrain indiquent des changements de contrôle. Ponctuels, Jouken a été successivement tenu, occupé puis repris à différents moments du conflit, signe d'une zone contestée. Ces éléments visuels corroborent les descriptions écrites et donnent une image tangible de la dévastation. À court et moyen terme, la priorité pour la région est humanitaire, déminage, restauration des services essentiels et soutien aux populations déplacées. Sur le plan militaire, la présence continue de combats autour de villages comme Jouken indique que le front reste contesté. La stabilisation durable nécessitera soit des percées décisives, soit des accords locaux, deux options peu probables dans un avenir immédiat. La reconstruction, elle, sera longue et coûteuse. Jouken est l'exemple d'un petit village transformé en point stratégique par le poids de la logistique et la géométrie du front. Derrière les rapports militaires, ce sont des vies humaines brisées et des territoires à reconstruire.